Bonjour à tous. Alors une vidéo sur un nouveau modèle d'IA qui vient de sortir il y a à peine 2-3 jours. J'avais fait une liste des modèles il y a une semaine environ, mais il manquait un modèle qui fasse réellement des jeux en 3D. Donc il y a quelques mois, 4 décembre 2024, Google avait annoncé un modèle qui s'appelle Genie 2 et qui permettait de jouer à des jeux. Donc c'était le modèle qui créait le moteur de jeu. Et on pouvait voir dans ces différents exemples qu'il était capable de diversifier assez bien son contenu, de pouvoir générer des images à partir, enfin un jeu vidéo complet à partir d'un prompt, et de garantir que quand on se déplace, les pièces ne changent pas, ne sont pas altérées. Donc vous avez sûrement vu passer ce genre de vidéo. Il y a eu Minecraft qui a été refait également, et Doom. Des très bons exemples. Alors évidemment il y a des bugs et ça a été au fur et à mesure corrigé, il y en a encore je pense, mais quand on regarde les vidéos de Genie 2, techniquement on voit quand même de la très bonne qualité. Donc là il y a ce modèle qui est sorti de Microsoft, assez inattendu, j'avais pas vu ça sur les papiers de recherche. Donc on a ici des petits exemples en miniature. Alors, on va pas s'extasier, je vais faire une critique autant positive que négative sur le modèle, mais je vais juste vous montrer comment ça marche globalement. Donc, il est hébergé sur GingFace, plateforme où ça fonctionne comme GitLab ou GitHub. On héberge nos modèles dessus, et on peut également ajouter des scripts Python et des choses comme ça pour préparer le projet. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont très bien fait le travail. On a deux types de modèles de tailles différentes. On a un modèle 1,6B, donc 1,6 milliard de paramètres, et on a un modèle de 200 millions de paramètres. L'un fait 18 Go 9 et l'autre fait 3,7 Go. On a une grosse différence, et ce qui est assez... Alors je pense que c'est lié à la compression récente des modèles, mais c'est vrai qu'on a des modèles LLM qui sont beaucoup plus grands et qui sont beaucoup plus légers en poids. Typiquement un 7B on compte plutôt qu'un giga, donc là que ce soit 1,6 milliard de paramètres, un B, enfin 2B on va dire, 2B qui fasse l'équivalent d'un poids d'un modèle 8B LLM. Alors, est-ce que c'est la compression ou est-ce qu'il y a des raisons derrière techniques? Là, je vais pas pouvoir vous le dire, je ne le sais pas encore. Faudrait sûrement analyser différents papiers de recherche. Ce qu'on peut dire, donc, je l'ai installé, donc je suis inscrit depuis très longtemps sur VastAI, j'ai un certain crédit encore disponible. Si vous voulez tester chez vous, donc c'est très simple, vous créez votre compte sur VastAI, vous pouvez mettre 10-20$, je crois qu'il y avait un minimum. Après c'est du top-up, c'est-à-dire que chaque fois que vous en avez besoin, vous rajoutez, tant que vous n'avez pas consommé, vous pouvez continuer à utiliser les instances. Donc moi j'ai créé donc j'avais un template de près, mais ici, dans Cloud VastAI, que j'ai remodifié, j'ai fait une version un peu plus light parce que j'avais des setups particuliers. Donc c'est, si vous voulez tester, vous prenez cette version, je vous la conseille, PyTorch 2.1.2, CUDA 12.1. Je vous laisse faire un arrêt sur image. Pensez bien à mettre, à ouvrir des ports, le port 5000, on va en avoir besoin ici, et d'activer évidemment la connexion interactive SSH, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et quand vous avez créé le template, en fait, vous allez dans la recherche ici. Votre template normalement est sectionné, sinon vous le changez. Et là, en minimum space, je vous conseille 50 ou 60 même, parce que moi j'étais un petit peu just. Et de choisir Secure Cloud. Dans l'autre cas, en fait, c'est des machines qui sont pas dédiées, qui sont le chaland. Et des fois, c'est un petit peu plus dur de lancer du GPU dessus. Ça m'est arrivé que ça bloque. Après, on est aussi sur des conditions de données personnelles, mais bon, là, évidemment, c'est un modèle qui est open source. Enfin, open source au niveau des poids, pas au niveau des datasets, évidemment. Et ensuite, au niveau du GPU, je vous conseille de mettre... alors, je mets toujours un petit peu moins, parce que généralement, c'est pas tout à fait 16 Go de GPU virtuel. Donc, je mets toujours 14-15. Vous pouvez choisir ça, et vous prenez le premier, le moins cher. Donc, celle-là, vous avez un estimatif au mois et à l'heure. Donc c'est l'instance que j'ai ici, qui est un RTX 4090. Vous avez normalement ici la GPU RAM donc de 24, c'est suffisant. Et donc quand l'instance se lance, une fois que vous l'avez loué, vous avez une connexion ici SSH
Alors ça sert à rien d'utiliser ces connexions, parce que je vais le supprimer juste après la vidéo. Mais voilà, donc vous utilisez cette commande-là, et vous allez être authentifié automatiquement. Enfin, il y a une clé SSH, pardon, qu'il faut passer côté serveur, et après vous mettez votre clé en fait. Voilà. Et ensuite ici, ce qui est important, c'est de vérifier que les ports sont bien ouverts. Donc le port 5000 ici est bien ouvert, le port 22 évidemment puisque c'est le SSH. Et ça, c'est le port qui va nous intéresser puisqu'il va falloir configurer un client du côté de notre ordinateur. Là, ça va être un serveur Linux. L'environnement, alors soit on peut créer un serveur Linux, soit un serveur Mac. Les deux marchent d'après le papier. Et par contre, pour le client, eux, ils conseillent quand même un serveur Ubuntu. Moi, je crois que c'est un serveur Debian derrière. C'est pareil, c'est une base Debian. Et ensuite, sinon Windows 11 avec du WSL2. Alors moi, ça va pas tourner sur mon ordi, c'est mort. Donc évidemment, ça c'est au choix en fait. C'est soit un serveur comme ça, soit un serveur comme ça. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai externalisé. Et ensuite, il faut télécharger un client. Alors, vous allez ici sur File and Versions, et ça prend un peu de temps. Vous avez ici One Demonstrator. Donc, c'est ce modèle-là. Vous cliquez dessus, vous le dézippez. En fait, vous avez ici un exécutable qui s'appelle onemd-demonstrator.exe. Donc, vous le lancez. Là, vous avez déjà des exemples, en fait. Donc, on verra juste après. Et côté VastAI, donc une fois que vous avez lancé l'instance ici, vous vous connectez en SSH, donc moi je l'ai déjà lancé, vous faites ces commandes-là, je les mettrai en description de la vidéo, c'est-à-dire il faut installer Python 3.9, le mode LFS, LFS c'est la gestion des gros fichiers sur Hugging Face, la plateforme, il faut cloner le modèle en évitant de télécharger tous les gros fichiers, vous allez comprendre pourquoi. Il faut aller dans le répertoire installer en local, donc tout expliqué dans leur Git, c'est très bien expliqué. Vous installez le nécessaire, ensuite vous faites une install de LFS dans le dossier. Normalement c'est secondaire, mais j'ai préféré le faire à un moment donné. Et ensuite il faut choisir un modèle, donc moi j'ai choisi le modèle le plus élevé, le 1,6. Vous allez dans modèle, vous allez avoir les deux modèles ici. Donc tant que vous ne l'avez pas téléchargé, ça reste un pointeur, c'est l'avantage. Donc si on fait par exemple celui-là, là on voit qu'il y a le pointeur ici. Une fois qu'il est téléchargé, il fait à peu près 4 Go de données sur le disque. Là, sachant que si j'affiche les données du disque dur, voilà, il me reste que 5 Go, et il faut savoir que quand on clone un fichier LFS, quand on le pull, en fait ça va aussi rajouter du poids dans le point Git. Voilà, ça a noté, donc ça va faire le double. Et moi, en fait, quand j'ai cloné, ça a crash, parce qu'il m'a dit, il n'y a pas assez de place de disque. Du coup, il a annulé la création dans le point Git. Il a annulé les... je sais plus comment ça s'appelle déjà. C'est les... c'est pas les branches, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, dans le répertoire, il y a toutes les références de modification. Donc ça va prendre le double de ce que vous avez normalement besoin sur le disque. Donc surtout, du coup, ne vous inquiétez pas sur la taille du disque, c'est pas grave. Mettez-le à 50, c'est suffisant. Donc une fois que vous avez récupéré le modèle, vous activez le Python, l'environnement Python qui a été créé par l'installation de cet environnement, et après il faut lancer le serveur. Donc c'est ce qu'on va faire, on se place dans le répertoire parent, et on exécute cette commande en spécifiant le modèle qu'on va utiliser, en l'ayant bien entendu téléchargé avant. Et là, comme on peut le voir sur le log, on voit que donc ça c'est une info très importante en réseau. Ça veut dire que le serveur fonctionne sur toutes les adresses, c'est-à-dire qu'il est exposé publiquement sur internet. Donc c'est ce qu'on a besoin, puisque moi je suis pas dans mon serveur, je vais utiliser un client. Donc là, je vais sur le logiciel One Demonstrator, créé par Windows. Alors, une première critique, c'est que ils ont fait un serveur Linux, mais le client, ils ont fait full Windows. Il faut installer même une extension .NET. Alors, je sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'on peut même pas l'émuler sur Wine. Sur Wine, c'est une tare alors, peut-être maintenant on peut le faire, mais pendant longtemps on pouvait pas. Et ça, c'est je trouve une grosse limite de leur système. Deuxième limite, c'est la taille des images. Si on va sur le répertoire ici,
qu'on voit les exemples, en fait, toutes les images sont ridiculement petites. Elles sont complètement pixelisées. Et elles font donc 300 pixels par 180, si je me trompe pas, c'est bien ça, 300 par 180. Et donc si on essaye de charger un de leurs exemples, celui-là par exemple, on a donc ici différentes frames, donc c'est une timeline avec différentes captures de la vidéo. Alors on va en choisir une qui est pas trop mal qualité, pas trop mauvaise qualité on va dire plutôt, mais le problème, enfin moi déjà le problème qui me pose, que je me dis là maintenant, c'est qu'on voit quasiment pas le perso en fait, et même l'interface c'est pas terrible. Bon, ça c'est ma première critique. Bon, je pense que la meilleure, je pense c'est celle-là, donc je vais reprendre celle-là. Je vais connecter ma manette Xbox, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Xbox classique. Ici, donc il faut configurer le serveur, il est déjà configuré, donc il faut juste le reprendre du serveur que vous avez ici. Vous avez toute la config ici. Hein. Enfin, vaut mieux prendre dans ce cas-là. Attends, c'est cette adresse? Oui, c'est cette adresse. C'est-à-dire qu'il faut regarder la ligne 5000, et il faut copier cette adresse et rajouter HTTP devant. Comme j'ai fait ici. Voilà. Et là, du coup, en port interne, ça fait 5000, en port externe, ça fait 31 948. Ah oui, il y a l'anti-aliasing, je n'avais pas testé encore. Et là, ensuite, on a une manette. Alors, soit on le fait à la souris en cliquant, soit, effectivement, on le fait à la manette. Et donc, en fait, il suffit de laisser appuyer les éléments qu'on veut activer. Donc, par exemple, je vais sauter, donc je vais appuyer sur A et je vais avancer sur la droite. Et là, il y a un petit temps de chargement et hop, il génère la frame suivante. Alors j'ai pris le modèle le plus lourd, j'avais testé en premier le modèle le plus petit, il était absolument immonde. Mais vous allez voir que même celui-là qui prend un petit peu de temps, il n'est pas encore terrible. Donc là je continue à sauter toujours dans la même direction. La scène est un peu longue techniquement, donc... Alors si on le fait en même temps qu'il charge, il va créer une autre frame en dessous. Je vais le montrer à la scène suivante. Voilà, là il génère la frame, et on refait en même temps, et là en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va générer une deuxième frame en dessous. Alors, comme ça on peut tester. Faut pas oublier que c'est un modèle de test, d'ailleurs il y a un petit disclaimer en haut, donc techniquement il y a des choses encore qui sont en développement. Alors ils disent aussi que ça peut être violent, etc. Donc voilà, on est encore sur de l'alpha, alpha. Mais c'était intéressant déjà de voir qu'est-ce qui était possible de faire et où on était Microsoft par rapport à Google. Google qui pour l'instant n'a pas vraiment envie de partager ses modèles, donc on ne peut pas imaginer vraiment ce qui se passe de leur côté. Je pense qu'ils gardent les meilleurs modèles pour eux. Et c'est peut-être aussi le cas pour Microsoft. Mais voilà, vous ayez déjà un aperçu un peu du futur. Donc là on voit que c'est très lent évidemment. Bon, j'ai pas un serveur très puissant derrière. Enfin, la carte graphique du serveur est pas très puissante. Et il y a un petit laps de temps évidemment pour récupérer l'image et envoyer les commandes. Voilà. Et là on arrive. Alors si on l'anime, ça donne une meilleure qualité, en quelque sorte. C'est pour ça que ça donne... c'est très joli sur la page de GameFace, mais je peux faire ça. Mais ouais, par moment on voit pas très bien. On discerne, on peut discerner l'image. Donc là je continue à sauter. Voilà. Route on va faire jusqu'à 1. Là je vais arrêter de sauter. Oui par contre, je vais continuer à avancer devant moi. Et au tour d'après, je ferai peut-être la gâchette. On verra ce que ça donne. Hop, faut toujours maintenir. Donc là, on a quelque chose. Je ne sais pas s'il va sortir une arme ou... Je ne sais pas du tout. Donc on a bien le mouvement, l'action du personnage qui saute, qui se rattrape donc au niveau du sol, on le voit très clairement ici. J'imagine que quand on aura des vrais jeux
en fait, ça, vu que c'est des timelapses, il y aura toutes les séquences qui seront créées entre les deux. Ça, on sait le faire de façon fluide, assez facilement, on va dire. Alors là, je sais pas à quoi ça ressemble en fait. Je vais continuer à tirer et en même temps à avancer. Et en même temps, je vais peut-être tester aussi le changement de caméra pour voir s'il passe. Hop. Donc là, il met vraiment beaucoup de temps. Là, je vais changer de caméra pour voir s'il arrive à faire la rotation de l'image. On voit qu'il y a un adversaire qui est face à nous. Il y a un temps et un pourcentage ici. En fait, je sais pas quel jeu c'est non plus. Ah, bon, il y a encore des bugs. Hein. Il y a encore des bugs. Et après, je vais vous montrer autre chose, parce que du coup, là, c'est des exemples. Mais si on charge notre propre image, c'est pas encore ça. Ah. Alors là, je veux dire, alors, il y a une grosse coupure et un gros changement de frame ici. Je pense qu'il y a eu une erreur. Mais par contre, là, je trouve que on a bien un changement de caméra par rapport à ce qu'on avait ici. On a l'impression qu'il est dans le mur. Je sais pas si c'est moi. Alors il essaye de faire du texte aussi. C'est à noter. Et là, ça n'a plus aucun sens, on va dire. Je vais essayer de sauter en même temps que j'avance. Mais là, on n'est pas sur quelque chose de... il n'est pas marché. On n'est pas encore sur quelque chose de très qualitatif, en tout cas jouable, on va dire, en temps réel. Et même si c'était en décalé, parce qu'après tout, pourquoi pas, c'est une expérience. Donc, le tester en décalé, mais là, en fait, on n'a même pas la qualité attendue, on va dire, d'un jeu. Donc sur le début, ça va encore. C'est respectable, on va dire. Sur quelque chose de très pixelisé, voilà, il faut être un petit peu ouvert d'esprit. Ouais, alors effectivement, quand on l'anime, on dirait que ça a du sens, mais on dirait que là, il y a un gros bug. Comme si le jeu avait bugué, qu'on passait à travers un mur, donc c'est un petit peu bizarre, mais ok. Admettons. Donc là maintenant, si on supprime toutes les images séquences, et qu'on ouvre une image que j'ai créée. Donc j'ai fait au format évidemment... Alors j'en ai deux. J'en ai une qui est... Donc ça c'est l'image de base de Baldur's Gate. Je le charge dedans. J'avance avec Asterion. Et en sautant... Pourquoi pas. J'avais pas sauté au départ, mais... Je pense que le saut c'est la meilleure preuve de est-ce que la mécanique fonctionne ou pas. Quoique sauter, non, c'est... Non, dans Baldur's Gate, c'est une action, je crois. C'est pour ouvrir la porte. Bon, voilà. Là, on n'a rien. C'est pas terrible. Bon, maintenant, si on charge une autre image, donc on va faire ouvrir une image, et on va prendre la version réduite. Et on fait pareil. On avance vers la porte. Donc là, elle est bien pixelisée, moche, sale, mais au bon format. Et voilà, c'est ça que je veux montrer. Alors, en dehors de ce petit... je sais plus comment ça s'appelle, branding, enfin on marque la marque ici du logiciel. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a perdu ici les avatars. Enfin, on a encore les avatars sur la gauche, mais il y a les avatars du jeu sur lequel ça a été entraîné. Et une carte qui est complètement effacée ici par une zone de contrôle qu'on avait sur les séquences précédentes, si vous vous rappelez. Alors là, si j'avance un peu plus, on va voir que le jeu d'origine sur lequel ça a été entraîné apparaît beaucoup plus finement. C'est-à-dire qu'il oublie toute la séquence de l'image d'origine, celle-là. Voilà, et là on affiche, là on a la carte du jeu Baldur's Gate et la carte de leur jeu à eux, sur lequel ils sont entraînés. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu c'est, parce que je suis plus du tout dans les jeux style Team Fortress ou
Enfin, des jeux d'action en multi, je suis plus du tout là-dedans. Donc je sais pas. Alors j'ai appuyé sur A et sauté, on va voir ce que ça donne. Là j'avoue que le test est plus réussi que ce que j'ai fait avant. Mais je vais essayer de tourner la caméra juste après pour voir ce que ça donne. Faut noter qu'il y a les actions aussi qui sont rappelées ici. Elles sont enregistrées directement dans les frames. Je pense que c'est pour le debug, hein. De toute façon ce logiciel est fait pour le debug. Et voilà, là on a quelque chose de complètement catastrophique. Et on voit ici une zone qui correspond, donc la map, la carte du jeu sur laquelle ça a été entraîné. On a les niveaux, on a la barre de vie qui n'est plus celle de Baldur's Gate. D'ailleurs, il n'y en a pas. Oui, il a été déjà rajouté là, j'avais pas fait gaffe. Donc on a plus le contrôle et on a perdu évidemment la minimap qu'on avait là de Baldur's Gate. Donc voilà, c'est un petit peu critique, on va dire. Et alors j'ai essayé de mettre un autre jeu qui rappelle un peu. Donc c'était Team Fortress que j'ai compressé pareil. Et si on avance. Alors j'ai pas réessayé avec le modèle le plus gros, j'avais essayé au départ avec 200 millions de paramètres. Donc on va essayer avec celui-là, avec 1,6 milliard de paramètres. Et là pareil, ce qu'on constate, c'est la même chose que tout à l'heure, il reprend la barre du jeu d'origine. Et ça c'est dommage. Évidemment, on est en test donc ça va sûrement être corrigé. Alors on a là. Après, l'univers du jeu a l'air un poil mieux conservé, mais est-ce que ça va durer du coup dans le temps? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je vais essayer de tourner la caméra. Visiblement, il se prend un tiers de quelque chose. Donc ça, c'est la prédiction à la manette, mais on peut aussi lui dire de générer des exemples. Donc on peut lui dire, hop, prédis-moi 10 images sur cette timeline-là. Et donc là, c'est pas moi qui joue. Il va générer automatiquement les images. Je sais pas si ça reprend les contrôles de base. Ok. Testons le jeu à fond. Après, on peut charger des timelines au format JSON. On peut également les exporter. J'imagine que c'est pour leur test, pour pouvoir les passer d'équipe en équipe. Hein. Ce logiciel vraiment a été pensé pour les équipes Microsoft, je pense. C'est pas. Mais ils l'ont quand même bien préparé pour que nous on puisse le tester même en local, donc c'est plutôt sympa. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je pense que peu de gens vont le faire, parce qu'ils savent pas forcément le installer ou gérer ce genre de modèle, surtout que c'est pas forcément bien expliqué. Enfin, pour des néophytes, c'est pas bien expliqué. Pour moi, c'est assez bien expliqué. Donc là, c'est bon. Non, c'est pas encore fini. Alors, je pense que je peux continuer à regarder l'animation. Bon, là, ça a plus trop de sens, quoi. On a des actions. C'est un petit peu critique de ce point de vue-là. Je pense que j'ai fait le tour du modèle. De toute façon, il y aura sûrement des évolutions à WAM, mais en fonction de leur recherche et développement. Ce que je constate, c'est que ça devient intéressant, c'est-à-dire que il peut tourner. Alors, il peut pas tourner forcément sur notre ordi, mais des fois en cloud, avec un petit client léger. Ça peut être bien quand même. Et ça offre quand même des perspectives intéressantes. Ce que je vois, et là c'est le côté négatif, c'est que c'est très publicitaire pour l'instant. Je veux dire, c'est super d'avoir ouvert ce modèle. C'est le premier. Donc je trouve ça super l'initiative, et je trouve qu'ils ont bien travaillé la configuration, le logiciel client, etc. Mais c'est vrai qu'à ce stade, en fait, on peut pas parler d'un jeu. On parle d'une démo, et d'une démo sur des entraînements, et les vidéos là clairement sont pas reproduisibles. On l'a fait ensemble, j'ai pris le modèle le plus lourd, donc soit eux ils ont un modèle plus lourd chez eux,
soit ils ont entraîné un jeu en particulier et il faut respecter que ce jeu. Moi, ce que je remarque, c'est que la qualité d'image sur celle-là est légèrement meilleure que celle que j'ai ici en local. On peut peut-être s'en rendre compte. Enfin, remarque, ça sera pas au bon format. Non, ça sert à rien que je teste. Mais bon. Voilà, donc c'est pas encore fou, mais ça offre des perspectives intéressantes pour l'avenir du jeu vidéo. Ou une forme de jeu vidéo, peut-être pas les jeux vidéo en général, parce que je pense qu'on utilisera plutôt des multimodales qui seront bien plus précis et stables dans le temps. On aura du vrai code derrière avec une vraie interface. Mais ça peut être un type de jeu. Pour l'instant, on n'a pas de prompt typiquement. On doit charger une image pour générer le reste du jeu. Peut-être que finalement, on pourrait demain les modèles, on tapera un prompt, ça générera la première image du jeu. De la même manière que ce que j'ai fait là, et après ça fera les séquences et ça sera assez puissant pour avoir quelque chose d'assez fluide entre les séquences. Là clairement les séquences on peut très bien les animer entre eux. On peut créer les images entre les deux pour faire l'animation. On le voit déjà à l'œil nu, donc je pense que c'est quelque chose qui est faisable même aujourd'hui. Ce qui manque encore, c'est vraiment la qualité et la précision de l'image et la possibilité de customiser cette image. Là, on voit qu'ils rajoutent des modèles de leur propre jeu, donc inexploitable. J'espère que cette vidéo vous a plu et que au moins vous avez déjà une démo sans même mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. Et je vous propose de voir d'autres vidéos à venir, qui seront peut-être en short plutôt, où je vais passer moins de temps sur des explications et aller plus vers l'essentiel. Voilà.